Les anecdotes gesticulées, qu'est-ce que c'est? C'est un spectacle qui a une forme interactive, participative, dans lequel nous n'allons pas jouer un rôle en fait. On va vous raconter des histoires qu'on a vraiment vécues, qui nous ont donné à réfléchir, des histoires qu'on a envie de vous partager parce qu'on pense qu'elles peuvent faire sens pour les autres. Alors nous, qui est-ce qu'on est? Eh ben, on est des enseignants de l'enseignement, des enseignants d'ailleurs surtout, et des enseignants de l'enseignement privé, toutes syndiquées au Sundep Solidaire. Le spectacle il va se passer en 5 tableaux. On va partir de la famille, de la classe sociale dont on est parti. On va aller à l'école quand on était élève, puis à l'école quand on y travaille. La découverte du syndicalisme et puis les batailles et les victoires collectives. C'est parti. Premier tableau. La famille, la classe sociale. Pour ce tableau-là, on peut répondre à une des 3 questions suivantes. Première question. Pourquoi tu t'appelles comme ça? D'où vient ton prénom? Est-ce que tu le sais? Deuxième question. Est-ce qu'on parlait politique à la maison? Troisième question. Quel était le projet parental? Albine? Alors moi j'ai choisi la question de mon prénom. Donc je m'appelle Albine. Donc Albine, c'est pas Sabine, c'est pas Aline, c'est pas non plus Alvine, ça on l'a entendu plus récemment. Non, c'est Albine. Alors oui, c'est vrai, c'est un prénom original et vous imaginez que toute ma vie, de mon enfance à mon adolescence et encore maintenant, j'entends toujours ça. Tiens, c'est original ton prénom, d'où vient-il, etc. Alors c'est vrai que c'est original, mais d'où il vient, c'est pas très original. Albine, c'était la meilleure amie de ma mère quand elle était enfant. Donc, ma sœur aînée a échappé au prénom. Mon père a tenu vraiment bien. Et puis, moi, je n'y ai pas échappé. Donc, voilà, je m'appelle Albine. Et je vais vous raconter une histoire. Alors, il m'en est arrivé plein d'histoires sur mon prénom. Mais je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée juste à l'entrée au lycée. Où à l'époque, moi j'avais juste envie de ne pas être vraiment particulière, d'être une parmi tant d'autres. Donc j'étais dans un gros bahut, donc là il n'y avait pas de problème. Premier cours de latin, parce que oui, j'avais conservé l'option latin. Et après j'ai arrêté, d'ailleurs l'option latin. Alors ceci explique peut-être cela, je ne sais pas. Au moment de l'appel, la prof de latin commence une digression pas possible sur mon prénom, ses origines latines, m'interroge, j'ai vraiment eu première interrogation sur mon prénom, ah bon, tu sais pas, etc., le sein, etc., c'est la blancheur, super. Donc là, j'avais juste envie de me retrouver complètement invisibilisée, si j'avais pu être sous la table, tout complètement 6 pieds sous terre, ça m'aurait vraiment bien plu, mais non, il a fallu que je subisse cette digression qui m'a semblé durer une plombe. Pour au final, toute l'année, elle m'a appelée Blondine. Alors moi, le X, c'est que je m'appelle Véronique. Donc vous savez qu'il y a beaucoup de plaisanteries possibles avec ce prénom. Je vous épargnerai les plus orientés. Véronique dans sa petite boutique, ça passe. Avec la répétition de la syllabe finale, j'ai dit stop, ça suffit les plaisanteries. Donc, les amis me disent qu'est-ce qui se passe? Elles se fâchent. Et je leur ai dit est-ce qu'au moins vous savez qui est Véronique? Alors Véronique, non, on ne sait pas, c'est toi, oui, mais à part toi, on ne sait pas. Véronique, c'est quand même une icône, c'est quand même un personnage que tout le monde connaît, c'est Sainte Véronique, une star internationale. Donc, une star internationale, on n'a pas regardé ça sur Facebook. Il suffit de suivre le Christ sur son chemin de croix et Véronique a essuyé les larmes du Christ. Donc c'est une icône. Ah, d'accord, on ne savait pas. Il y a eu beaucoup de tractations, il y a eu des réunions avec des tables rondes, beaucoup de débats à propos de cette Véronique. Et puis, les amis sont revenus me voir. Ils avaient pris une sage décision. Ils m'ont dit « Maintenant, on t'appellera Véro ». Bonsoir, donc moi je m'appelle Kelly, mais je vais répondre à une autre question. C'était savoir si on parlait politique à la maison. Donc en fait, moi à la maison, non, on ne parlait pas politique. On ne parlait pas politique, on parlait d'autre chose.
On parlait par exemple de garde d'enfants chez le père ou chez la mère. On parlait aussi des aides sociales que ma mère percevait parce qu'on était 6 enfants chez elle et des amis de mon père qui disaient qu'elle avait fait autant d'enfants pour toucher les allocations familiales. On parlait aussi justement du mariage mixte de ma mère en fait, qui était mariée avec un Sénégalais, remariée avec un Sénégalais, et des visites qui pouvaient arriver en fait de certains agents qui venaient vérifier que c'était pas un mariage blanc. Quand j'étais petite, il fallait faire attention à qui on ouvrait la porte. Il fallait faire attention aussi à qui on ouvrait la porte parce que ça pouvait être des agents qui venaient vérifier si on n'avait pas la télé, parce qu'en fait on ne l'avait pas déclaré pour ne pas payer la redevance. Ça pouvait aussi être les huissiers, parce qu'on n'avait pas forcément les moyens, malgré les allocs, de payer le loyer régulièrement. Et puis d'autres choses en fait aussi dont on ne parlait pas trop à la maison, des coups que pouvait recevoir ma mère, et là les voisins non plus, n'en parlaient jamais. Ou des insultes en fait que pouvaient subir mes petits frères et sœurs qui étaient métis à la maison. Donc en fait, voilà, la politique, on n'en parlait pas, mais on la vivait. Alors moi je m'appelle Martine. Le projet parental chez moi c'était un projet d'une famille populaire. Alors j'ai 30 cousins, cousines et j'étais la seule à faire des études longues en sciences humaines de surcroît. Donc j'ai fait des études de sociologie. Et donc, pour ma famille, il y a se mêler la fierté de quelqu'un qui va à l'université, quoi, avoir un enfant qui va à l'université, et à la fois, c'était une fierté un petit peu interdite, quoi, parce que la sociologie, mais ça prépare à quel métier, puis alors ça dure très longtemps, quoi. Ils étaient inquiets de ça. Et un jour, je suis en visite chez ma grand-mère, et elle me dit, bon, mais j'ai appris que c'était pas fini les études. Alors je lui dis, bah, écoute mamie, ça fait quand même 2 ans que je travaille là, mais ouais, c'est vrai, je vais débuter une thèse. Ah bon, une thèse, bon, c'est long ton histoire. Et puis dans l'après-midi, elle me propose de l'accompagner, on va faire les courses. Et là, devant la boucherie, là, sur le perron du commerce, elle me prend le bras, elle m'arrête, elle me dit, la bouchère est une amie. Alors, on va te présenter, on va lui dire que tu as fini tes études et que tu es assistante sociale. Parce que franchement, la sociologie, n'importe quoi, personne n'y comprend rien. Donc moi je m'appelle Loïc, mais c'est pas à la question du prénom que je vais répondre, mais à celle de est-ce qu'on parlait politique à la maison. Alors non. Moi j'imagine que dans les familles où on parle politique, ça se passe beaucoup au moment des repas. Et en fait, chez moi, pendant les repas, on regardait TF1. En plus j'étais externe, donc soit à 13h ou à 20h, et ben on regardait religieusement TF1. Donc à la maison on ne parlait pas politique. Hein. Mais la télé, si, elle parlait politique. À travers les témoignages que nous venons d'entendre, on perçoit bien par petites touches que ces tranches de vie disent quelque chose de notre position sociale. Par bribes, on devine que le déterminisme social, le déterminisme familial, dont le prénom est parfois un marqueur, nous conditionne dès le début de notre vie. Alors en gros, c'est quoi cette histoire de déterminisme familial, déterminisme social ? Alors c'est l'idée que l'environnement familial joue un rôle clé dans ce que je suis et dans ce que je vais devenir. Bon, en poussant le truc, on pourrait dire que je suis largement conditionnée par mes parents. Je suis aussi largement marquée par ce que ma famille a fait de moi et plus globalement même parce que la société a fait de moi. Ma condition sociale d'origine pèse lourd sur ma trajectoire sociale. On le comprend, ce déterminisme social est une construction sociale. Ça veut dire que ça n'a rien de naturel. Si un fils d'ouvrier réussit moins bien à l'école que Maxence, fils de prof, ce n'est pas parce qu'il est plus limité que lui, c'est parce que son environnement familial lui a moins bien transmis les codes de l'école, le langage de l'école, et que l'environnement familial de Maxence, lui, a été beaucoup plus probant de ce côté-là. Mais ce déterminisme, il est loin d'être facile à repérer, car précisément, le travail des dominants va consister à l'invisibiliser, à le masquer. Alors c'est par un discours sur le mérite, un discours sur le travail. On peut entendre des Pierre Gattaz, des Arnaud Lagardère dire qu'ils ont réussi parce qu'ils sont volontaires et donc méritants, acharnés à la tâche, qui se sont faits eux-mêmes. Bon, omettant de dévoiler que c'est un peu grâce à papa qui avait la même position qu'eux, qu'ils en sont là sur l'échiquier social. Un des travaux intéressants de l'éducation populaire, c'est de parler des mécanismes de reproduction à l'œuvre, et donc de prendre conscience collectivement
que les Gattaz, Lagardère, Macron et consorts n'ont pas de mérite à être là où ils sont. De montrer, comme l'écrivait Pierre Bourdieu, que souvent, ceux qui méritent, c'est ceux qui héritent. C'est ainsi que d'une génération à l'autre, les inégalités se reproduisent. Et si on hérite des richesses, fort est aussi de constater qu'on peut hériter très souvent de la pauvreté. Alors, dernière chose, un truc important, hein, parce qu'il y a toujours quelqu'un pour nous dire « Oui, mais moi, je connais un fils d'ouvrier qui est en fait prof de fac. » Alors oui, parce que le déterminisme n'est pas synonyme de fatalisme. Si, selon les fatalistes, l'existence est déterminée d'avance par un destin quasi inéluctable, c'est écrit par avance, donc les dés sont jetés. Pour le déterminisme, on retiendra que les dés ne sont pas jetés, on dira simplement que les dés sont pipés. Et c'est une différence de taille, car on peut dire qu'on a des marges de manœuvre possibles, et ce qu'on on peut voir au niveau individuel, l'histoire de ce fils d'ouvrier, va nous convaincre que, même au niveau collectif, on peut faire aussi bouger les lignes pour transformer les structures de la société. Comme disait Pierre Bourdieu, encore lui, ce que le social fait, le social peut le défaire. Alors après, le projet parental, la famille, et si on parlait de l'école. Alors moi, pour moi, c'était génial l'école. J'avais une maîtresse très jolie, avec une voix très suave, avec des jolis ongles ivoires, bien ciselés, bien pointus, qu'elle plantait régulièrement dans mon oreille quand elle vérifiait mes cahiers. Qui étaient effectivement gondolés, les pages étaient gondolées, tout effacé, les pages en charpie et l'encre disparue. Donc j'arrive à la maison et puis ma mère me dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette oreille que tu as là? Qu'est-ce que c'est que ce rouge que je vois là ?» Alors elle me dit « Mais tu t'es encore battu dans la cour parce que je sais que tu es un garçon manqué, ça ne m'étonne pas. » Et je lui dis « Ben non maman, non, c'est la maîtresse. » « Comment ça c'est la maîtresse ?» Alors je lui explique. Donc on prend rendez-vous avec la maîtresse et maman lui dit « Ben voilà, regardez les mains de ma fille. » Et effectivement, la maîtresse a eu un saut de recul, elle a écarquillé les yeux et elle m'a dit eh bien, il fallait me le dire. Mais moi, je n'ai jamais rien dit parce que j'avais une maladie qui est très rare, que j'avais depuis ma naissance, donc c'était naturel en fait. J'avais une hyperhidrose. C'est-à-dire que j'avais les mains en sueur, mais constamment. C'est-à-dire que c'était des filets qui coulaient. Et donc, je considérais que c'était naturel et que tout le monde était comme moi. Donc, comme personne n'en parlait, moi, je n'en parlais pas non plus. Et ça a duré pendant toute ma scolarité. Voilà. Moi, à l'école, j'ai appris à mener ma première lutte. On est au lycée. Et en fait, on a une prof, alors je ne sais pas si vous avez connu des profs comme ça, mais on avait une prof en fait, qui prenait une sorte de plaisir sadique à faire venir les élèves sur l'estrade et à leur demander de réciter la leçon d'avant. Et alors je sais bien qu'on peut faire réciter les leçons aux élèves, mais là, elle le faisait vraiment d'une manière pas sympa. Et bien qu'on soit au lycée, elle arrivait vraiment à nous foutre les boules, à nous stresser. Et donc, ça durait comme ça pendant des mois. Et il y a un moment, je ne sais pas ce qui m'a pris. Peut-être le fait qu'on soit une classe très soudée. Il y avait des forts liens d'amitié entre nous. Et en gros, à un moment, je me suis dit, bien que j'étais vraiment timide, pas très à l'aise, je me suis dit, il faut que ça s'arrête, il faut qu'on fasse un truc. Et donc, j'en parle comme ça à 2-3 copains. Ils me disent, ouais, Loïc, t'as raison, carrément, t'as raison. Ok, donc là, je me sens un peu galvanisé. Je vais voir des copains et des copines qui révisent comme ça pendant la récré. Et je leur dis, non mais... c'est débile ça, on stresse pour rien, en plus on apprend tout, on oublie tout juste après, pédagogiquement, c'est même pas intelligent, enfin c'est nul quoi. Ouais, carrément Loïc, carrément. Et donc de plus en plus galvanisé, au dernier je fais, ça sert à rien de réviser, elle ne nous interrogera pas cette fois. Et donc là, on arrive dans la salle de classe, on s'assoit,
La prof prend la liste de classe et commence à balader son doigt sur la liste de classe. Et là, moi, je sens tous les regards qui se tournent vers moi. Et donc, je lève la main, ce que personne ne fait à ce moment-là en général. Mais je lève la main. Alors, vu que j'étais très timide, en plus, mon prénom, elle l'a pas directement. Elle se dit, bon, bah oui, toi, qu'est-ce qu'il y a là? Et je dis, madame, est-ce que vous pourriez arrêter de nous interroger, s'il vous plaît? Et donc là, elle fait, mais quoi, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est hors de question. Enfin, elle s'énerve, en fait, très vite. Et là, coup de bol, je vais avoir assez de ressources, peut-être parce que j'en ai parlé avant à mes camarades de classe, et en fait, je vais argumenter. Et je vais réussir, en fait, à tenir tête, à argumenter. Et en fait, elle perd ses moyens, s'énerver. Et elle va finir en disant, bon, bah, si c'est comme ça, toi, je t'interroge plus. Et donc là, il y a les autres copains à côté qui font, oui, moi aussi. Alors, je me souviens plus si elle a arrêté de nous interroger ou pas. Mais je me souviens juste que pour une fois, devant une autorité, bah, j'avais dit non. Alors moi, pour moi, l'école, ça a été une évidence. J'ai eu l'impression d'être née dans une école puisque j'ai vécu je vivais dans le logement de fonction de ma tante qui était instite dans une école de la banlieue industrielle du Havre, une ville où il y a pas mal de raffineries, voilà, et où il y avait une immigration aussi très importante. Dans cette école, donc dans ce logement de fonction, on vivait vraiment en communauté. Il y avait d'autres instits, des enfants d'instits, donc pour moi c'était le bonheur absolu. J'ai des super souvenirs olfactifs, l'odeur de la classe de ma tante que je rejoignais après mes cours. Il y avait aussi l'odeur de la cantine, parce que pour moi c'était hyper important la cantine, et puis tous les samedis midi on s'y retrouvait, c'était vraiment super. L'odeur du stencil, je ne sais pas si pour les plus anciens ou anciennes d'entre vous, vous vous souvenez de cet alcool qu'on utilisait pour ce qui était l'ancêtre des photocopies. Bref, moi j'étais super heureuse. Ça a commencé donc potentiellement ça pouvait se corser à l'arrivée au collège, parce que là mes parents ont repris la main et ils ont dit il n'est pas question qu'elle aille au collège de la carte scolaire. Non, tu vas aller au collège de la ville dans laquelle ils habitaient, qui était aussi une ville de la banlieue du Havre, mais là près de la côte, et beaucoup plus bourgeoise, voire assez bourgeoise. Et donc, je me souviens de l'été qui a précédé mon entrée en 6e, où je sentais que mes parents, ils se sentaient sûrement un chouille coupable de m'extraire de cette super zone de confort pour me mettre dans un collège public, mais beaucoup plus bourgeois. Et donc j'avais senti que cette entrée au collège allait être un peu compliquée. Puis finalement, comme dans ce collège-là, ils savaient en fait d'où je venais, d'une école un peu de ce qu'on appellerait une REP+, peut-être maintenant, où ils se sont dit, ouais d'accord, elle était bonne élève, mais enfin bon, c'était... Et ça, je l'ai entendu, je me souviens d'un prof, elle était peut-être une borgne parmi les aveugles, en fait, donc je me suis retrouvée dans une classe, entre guillemets, de cancres. Et là, finalement, moi, mon entrée en 6e, elle s'est super bien passée, puisque j'étais dans une classe où tout se passait bien. Et finalement, mon entrée en 6e, elle a été décalée de 2 ans, où par le jeu des options, je me suis retrouvée donc, dans une classe de 4e, où je me souviens du premier jour quand je suis rentrée, et que j'ai dit à mes proches, en fait, je suis dans la classe des faillots. Je me souviens bien de ce mot, des faillots. Et j'ai mis 1 mois avant de... Pourtant, je m'adapte assez facilement, mais là, j'ai mis un mois à m'adapter. Et pourtant, là, moi, ces faillots, ce sont devenus mes amis jusqu'en classe de terminale, voire mes super amis, puisque ma meilleure amie est issue de cette classe de 4e. Alors l'école, c'est donc le lieu où l'on découvre l'existence des classes sociales et de leur hiérarchisation. Albine était une bonne élève, oui, mais pas dans ce qui était perçu comme une bonne école. En France, on classe les élèves à la manière dont on classe les écoles. On aime bien ça, en fait, ces classements en France. Et c'est aussi l'entre-soi des dominants qui connaissent les codes. On peut aussi y apprendre à se soumettre en y étant maltraité. Un adulte peut nous y planter un ongle dans les oreilles. Véronique n'avait pas les moyens de surmonter sa peur et elle y apprend ce qu'est d'être normal et l'acceptation d'une notation qui va la dévaluer. Même si de nos jours les cancres, entre guillemets, ils sont moins stigmatisés, il n'en reste pas moins que les humiliations, elles perdurent. Et puis quel savoir on transmet à l'école, puisqu'au final on ne valorise pas tout ce qu'on apprend en dehors.
Jean, tu nous en as bien parlé. Les cancres, toujours entre guillemets, sont dans la renonciation d'un savoir qui n'est pas académique. Et ils y trouveraient peut-être leur compte si justement on pouvait les mettre en valeur. Toujours eux, les cancres, sont contraints et forcés à ne pas déployer leur savoir dans cet univers scolaire, académique et normatif. C'est aussi à l'école qu'on apprend à gagner des luttes, qu'on s'affirme, qu'on vit le collectif. Loïc en a fait la preuve en osant dire non à l'autorité à l'aide de ses camarades. Et oui, cette école, elle nous déçoit. Et nous, en fait, au SUNDEP, quelle école souhaite-t-on? Ça, c'est un vaste débat, on en parle toujours. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on veut qu'elle émancipe au sein d'un service unique de l'éducation. On arrive au tableau numéro 3. Et donc après la maison et l'école quand on était petit, eh bien on va parler de notre entrée dans le métier. Et en l'occurrence pour nous 5, il s'agit de l'entrée dans le métier de professeur dans l'enseignement privé. Voilà. Donc pour ma part, j'ai commencé ma carrière en étant ingénieur en bioinformatique. Ingénieur en bioinformatique dans un laboratoire associatif qui faisait de la génétique. Ingénieur donc au Généton. Donc au Généton, il y a une tradition qui perdure, il me semble, qui est qu'en fait ce laboratoire se visite, puisqu'en fait il est financé notamment par les dons du Téléthon. Il est possible de visiter ce laboratoire. Donc très vite, je me suis intéressée à faire ces visites. Et très vite, en fait, je me suis retrouvée à faire particulièrement les visites avec les collégiens et les lycéens. Parce qu'en fait, moi, j'aimais ça, j'adorais ça même. Et généralement, en fait, mes autres collègues ne supportaient pas de le faire. Malheureusement, en fait, en parallèle, à peu près à la même période, j'ai subi du harcèlement sexuel dans cette association. Et du coup, je fais partie de celles qui ont inauguré la rupture conventionnelle dans le privé et j'ai fait un bilan de compétences pour me diriger vers l'enseignement. J'ai préparé mon CAPES et puis est venu un moment où je me suis retrouvée à Pôle emploi. Et à Pôle emploi, un jour, je me suis retrouvée avec 2 offres d'emploi pratiquement en même temps. Une pour monter a priori une plateforme de génomique au Muséum d'histoire naturelle. Donc un poste d'ingénieur en bioinformatique, il y en avait pas mal à cette époque-là, de montage de plateforme. Et un poste de professeur de SVT dans un lycée privé, catholique, du centre de Paris, à 5 minutes en fait, du Muséum d'histoire naturelle. Donc dans la même semaine, j'ai fait ces 2 entretiens-là. Au premier entretien, très clairement, je me suis retrouvée face à 2 hommes qui, dans leur regard, me disaient clairement qu'ils se demandaient ce que je faisais là, en fait, à imaginer que j'allais pouvoir être quelqu'un qui montait une plateforme de génomique dans leur labo. A contrario, quand je me suis retrouvée à l'entretien avec le chef d'établissement du privé, là c'est moi qui me suis demandé clairement ce que je faisais ici, dans le centre de Paris, dans un établissement catho, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir comprendre et faire. Et en fait, là, ça n'a pas du tout été un entretien, ça a été plutôt même une discussion très sympathique. Et quand l'entretien s'est terminé, il m'a dit, bah, écoutez, tout s'est très bien passé. Si vous voulez commencer, vous commencez juste après les vacances de Noël. Après les vacances de Noël, j'avais pas vraiment eu à faire le choix, j'avais pas de nouvelles du Muséum d'histoire naturelle. Et donc, j'ai commencé ma carrière de professeur. Cette semaine-là, le Muséum d'histoire naturelle m'a rappelé en me disant que finalement, en fait, à mon avis, il n'avait trouvé personne. Si je voulais, j'avais le poste. Et là, j'ai répondu, non, maintenant je suis prof. Moi j'ai 24 ans et je cherche du travail sur Pôle emploi entre Noël et le Nouvel An. Et je vois une annonce prof de maths. Et je me dis, allez, YOLO, on va essayer. Alors, ce qui se passe, à ce moment-là, je suis animateur en fait, et donc je me dis, je vois après ce que c'est parler devant un groupe, j'ai surtout fait ça avec des enfants, mais du coup je me dis, prof, c'est la même chose, allez, on va essayer, ça pourrait peut-être passer. J'envoie CV, lettre de motivation par mail à la directrice, et alors ce qui arrivait jamais quand j'envoyais des candidatures, c'est que la personne m'appelle immédiatement.
Et donc là, on me demande, bah, c'est bien vous qui avez postulé? Je fais oui, c'est bien moi qui ai postulé. Vous avez bien un diplôme d'ingénieur? Oui. Et puis aussi, j'ai été animateur au sein d'une association. Mais bon, bref, je vois que ça ne m'intéresse pas. Je suis bien ingénieur. Elle me dit, ok, du coup, on se retrouve lundi, le lundi de la rentrée. Je fais d'accord. La rentrée, elle aura lieu le mardi. Je raccroche, je comprends que je suis embauché sans entretien. Et en fait, là, j'ai commencé un peu à flipper parce que pour moi, en plus, prof de maths, il y a une sorte de truc mythique autour du prof de maths. Et je me dis, putain, prof de maths, c'est quoi ce truc de malade? J'ai que mes souvenirs d'élèves, j'ai pas de prof dans ma famille, j'ai aucune ressource à ce niveau-là. Donc, j'y vais. En fait, il faut vraiment que je bosse aussi. Donc, j'y vais. Je vais à l'entretien. Et là, j'imagine en fait qu'on va m'expliquer comment ça se passe faire un cours, même si entre le lundi et le mardi, il n'y a pas beaucoup de temps. J'imagine qu'on va un peu me dire comment on gère une classe, c'était surtout ça dont j'avais peur, mais aussi comment on fait un cours, comment on prépare les exercices, tout ça, quoi. Quand l'entretien se passe, la chef d'établissement me fait remplir quelques papiers. Elle me donne 3 livres. Elle me dit, les 6e, on est aux droites parallèles et perpendiculaires. Les 5e, on est aux fractions. Les 3e, c'est le calcul littéral. Ok, vous suivez le livre. Ok. Et pour faire classe, quoi. Elle me dit, ah oui, bien sûr, suivez-moi. Elle me montre la salle de classe. Elle me donne des clés. Elle me donne 4 VDDA. Et je comprends que c'est la fin de l'entretien. Et donc c'est très angoissé que je vais faire ma première heure de cours. Alors maintenant à vous, comment c'était? Moi je suis rentrée dans l'enseignement privé après un entretien qui s'est déroulé le 16 octobre 1991 au matin, qui a succédé à une nuit blanche sur le toit de l'incinérateur de la ville de Toulouse. Alors c'est quoi cette histoire? C'est une voisine qui me dit un jour où je la croise, il y a un centre de formation de travailleurs sociaux qui cherche une prof en sciences humaines. Tu devrais envoyer ton CV, ta lettre de motivation. Bon, moi je suis très jeune, j'ai pas encore 22 ans. Et j'avais prévu plutôt de faire un DEA, pépère. Quand même, je décide de postuler. Et puis je vais qu'à mes occupations, quoi. Alors mes occupations à l'époque, c'était que je militais dans une association. Et précisément, on avait décidé de monter sur le toit de l'incinérateur. Parce que, on va le comprendre, mais pour l'heure, on sectionne le grillage qui entoure le site. On pénètre dans l'usine d'incinération, on monte en haut du toit. Et là, on déroule une énorme banderole qui est une contrepèterie, en fait, puisqu'on écrit « Dézone la couche d'autrui pour détruire la couche d'ozone ». Parce que cet incinérateur crachait ses fumées sur un quartier du Mirail dans lequel je vivais. Voilà, donc on avait convié la presse était au rendez-vous, la presse fait une interview de nous au sommet de l'incinérateur. Et puis bon, après, de façon un peu moins glorieuse, on nous fait descendre, on est accueillis par la police qui nous amène au poste et qui fait débuter une garde à vue qui sera assez courte. Donc finalement, au petit matin, me voilà libre. Alors j'étais épuisée, stressée aussi parce que soudain je réalise que j'ai un entretien d'embauche. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a même pas 22 ans et qu'on est épuisé, stressé? On appelle sa maman. Donc j'appelle ma mère, je lui dis voilà, je suis au poste, mais tout va bien. Et faut que tu m'amènes Fissa chez moi là, que je me douche, que je me change et ça serait bien là que tu me propulses à telle adresse parce que j'ai un entretien d'embauche. Voilà, donc mère exemplaire, tout se passe dans les temps comme il faut. J'arrive à l'accueil de l'établissement et là on me reçoit, on me dit oui bien sûr vous avez rendez-vous, mais bon le chef d'établissement il a un petit peu de retard et on me propose de patienter pour rendre sans doute que l'attente un peu moins pénible, on me tend la dépêche. Et là j'ouvre la dépêche à la page région, je vois ma tête un assez gros quand même. Alors j'avais le genou en terre, le talkie-walkie collé à l'oreille et je me mets à paniquer. Je me dis, bon, alors le chef d'établissement, je l'imagine quoi, le matin même,
au petit-déj chez lui, feuilletant la dépêche. Voilà, pour moi c'était clair, c'était comme ça un chef d'établissement. Et puis, il y a le temps où on me fait rentrer dans son bureau, et là, il marque un temps d'arrêt, il me dévisage. Alors, petite montée en température, et puis il me dit, mais en fait, vous êtes vachement jeune. Ben, je lui dis, j'espère qu'on va échanger sur autre chose, parce que mon âge, c'est un petit peu inscrit sur mon CV. Hein. J'étais galvanisée là, par une nuit sans sommeil, et puis aussi un peu shootée au fumet à l'incinérateur, sans doute. Donc bon, voilà, j'exige un vrai entretien, quoi. Eh ben, c'est au terme de cet entretien que j'ai été recrutée dans l'enseignement privé. Et cette année, j'y ai fait ma 31e rentrée. Donc on a vu avec tous ces témoignages que l'entrée dans la profession, c'est vrai qu'on a tout à découvrir. Hein. On est jeté dans l'arène et on a tout à apprendre. C'est un parcours qui n'est pas linéaire. Donc, quid des élèves et qu'est-ce que c'est que la gestion d'une classe? Comment va-t-on faire pour émanciper les élèves, pour leur donner le sens critique? Alors, pour le gestionnaire, comme nous disait Loïc, la gestionnaire, elle donne les clés, elle donne 4 Véleda et tout va bien. Pour nous, les profs, c'est différent. Hein. On a une mission qui est de l'ordre de l'émancipation. Comment faire pour les faire grandir, nos élèves, pour leur donner des connaissances, pour leur donner le goût d'avoir des connaissances. Et donc, on voit ici que on ne choisit pas ses conditions de travail, mais en revanche, on peut les améliorer, ces conditions de travail, on peut même les transformer, comme disait Jean, et ça grâce à l'action syndicale. On arrive au 4e tableau. Et maintenant, en fait, quand on est dans ces établissements privés, Frédéric nous en a donné un petit aperçu, on finit par découvrir le syndicalisme. Comment est-ce qu'en fait on a découvert le syndicalisme? Donc je vais vous raconter d'abord comment moi je l'ai découvert. Donc je suis arrivée finalement dans cet établissement parisien Cato, mais comme vous l'avez vu au tout début, en fait, je venais pas du tout de là. Et d'ailleurs, j'ai rêvé un petit peu, quand même, du coup, quand j'étais petite, de faire de la politique. Mais je me sentais pas du tout légitime. J'avais un complexe d'infériorité, j'avais pour moi un manque de culture politique, un manque de culture presque même d'ailleurs tout court, qui m'a suivie pendant longtemps. Mais quand même, en arrivant, il y a une dizaine d'années dans cet établissement, j'ai rencontré le délégué syndical. Et ce délégué syndical, il avait exactement la tête, l'image que je me faisais d'un délégué syndical. C'était un homme, pas très loin de la retraite. Il avait les cheveux blancs, une barbe, donc un dirait qu'il ressemble à Robert Hue. Ça, c'est pas gentil. Et en fait, non mais pour dire, il était tellement proche de la retraite que j'ai dû lui parler 2 fois et puis après il a disparu. Et j'ai plus su s'il y avait un délégué syndical dans notre établissement en fait. Mystère. Non, il est parti à la retraite. Et mais voilà, en parallèle, j'avais quand même depuis mes histoires familiales, du fait de mon histoire familiale, du fait du harcèlement sexuel que j'avais vécu, j'avais quand même fini par me politiser un petit peu quand je suis arrivée, sur les luttes féministes d'abord, et puis d'autres luttes contre les discriminations, les luttes écologistes aussi, et je me disais, tiens, maintenant que je suis dans l'enseignement privé, peut-être que je peux me syndiquer, quoi. J'ai mon concours, tout ça, bientôt, qu'est-ce que je fais? Sauf que je suis dans le privé Cato. Où est-ce que je me syndique si je veux me syndiquer? Alors, on me proposait la CFDT dans mon établissement, mais non.
Et je ne sais plus comment, un jour, j'ai vu qu'il y avait Sud dans l'enseignement privé. Alors je me suis dit, waouh, donc on y va. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai adhéré au Sundep Paris. Donc la première année, bah, j'ai adhéré. Bon, voilà. Ensuite, bah, très vite, je me suis dit, j'adhère, d'accord, mais il faudrait peut-être que j'aille à l'AG. Tiens, je vais recevoir les papiers samedi, j'y vais. Bon. Alors, deuxième année, je vais à l'AG. Troisième année, ben, je retourne à l'AG et puis bah, du coup cette fois-ci je me présente au bureau. Ensuite, l'année suivante, bah, je me présente à nouveau au bureau et il s'avère qu'en plus c'est une année d'élection professionnelle. Donc Isa est en train de monter une liste et effectivement en fait grâce à cette liste elle a eu un siège en CCMA et j'étais sa suppléante sur cette liste-là. En parallèle, cette même année-là, il y avait la mise en place des CSE et donc le CSE dans ma boîte. Et je me dis, bon, ça fait quand même un bail qu'il y a la CFDT. Il veut peut-être monter une liste. Est-ce que je peux être sur la sienne? Le gars, quand il sait que je suis à la SUNDEP, il me dit, ben non, en fait, nous n'avons pas tout à fait les mêmes valeurs. Ok. Eh ben, c'est pas grave, on va la monter, cette liste. Et du coup, en un jour et demi, je monte une liste avec Nadia là. On était 3 sur cette liste. Et puis, on est élus. Donc voilà, assez contente de cette petite incartade au confort de la CFDT chez nous. Je continue au sein du Sundep et l'implication fait que je me retrouve au CN avec Isa régulièrement et puis que finalement, depuis l'année dernière, je représente le Sundep au Comité national de solidaire et à la ComFP. Donc voilà. J'avais une image du syndicaliste et aujourd'hui, en fait, notamment au Franc-Bourgeois, la syndicaliste, c'est moi. Alors moi, je suis rentrée par hasard dans le syndicalisme. Premièrement, chez moi, les syndicats, on ne savait pas ce que c'était. La politique, pas grand-chose. On regardait la télé, TF1 notamment, qui s'appelait, je ne sais plus comment, numéro 1. Et donc, ensuite, je suis entrée dans l'enseignement catholique un peu par hasard, puisque j'étais avant dans une agence de voyage espagnole, et puis après, j'ai eu mon premier enfant, et c'était pas compatible. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'être prof. Et on m'a dit, t'as qu'à écrire au diocèse. Bon, je ne savais pas bien ce que c'était qu'un diocèse. Et je me suis dit, j'écris au diocèse, on verra bien. Et j'ai ciblé Versailles. Je me suis dit, Versailles, j'imagine que les enfants, enfin les élèves vont être sympas. Ils vont être sympas avec moi. Donc, ça ira bien, quoi. Ça ira bien. Et alors, quand je suis arrivée à Versailles, ça s'est bien passé. Enfin, je ne savais pas du tout ce que c'était qu'une interro, ni construire un cours. Donc, j'ai été aidée par des collègues qui m'ont dit, Véronique, ça fait 3 mois que tu es là, il faut que tu fasses une interro. Bon, d'accord. Et puis après, malheureusement, je suis partie. Pourtant, ces collègues étaient vraiment sympas. Ils étaient syndicalistes. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il y a peut-être une corrélation à faire. Bon, je suis partie. Et puis, parce que mon mari a trouvé du travail, il était au chômage, il a trouvé du travail dans la région toulousaine. Et, sûrement par amour pour lui, j'en sais rien, j'ai tout plaqué. Donc, je suis allée voir mon directeur à Versailles, j'ai dit, monsieur, je m'en vais. Alors il m'a dit, ah non, ça c'est pas comme ça que ça se passe. Vous pouvez pas, non, il faut attendre d'avoir votre mutation, madame. Non, d'abord je ne sais pas ce que c'est qu'une mutation. Et moi, mon mari, il trouve du travail dans 1 semaine, il faut qu'il soit à Toulouse. Et tout le monde part à Toulouse. Alors il me dit, ça va être très gênant pour vous, madame. Parce que vous allez perdre votre métier. Vous n'aurez plus de métier. Alors moi je dis, monsieur, je vais me débrouiller. Alors après, il plaisante. Je ne sais pas si à l'époque les hommes plaisantaient de cette façon. Il me dit, de toute façon, je sais qu'il y a les Galeries Lafayette à Toulouse. Donc au moins, vous pourrez faire vos courses aux Galeries Lafayette.
Je lui dis oui, je suis obligée. Je pars et donc je reçois une lettre chez moi. L'éducation nationale, nous accusons réception de votre démission de l'éducation nationale. Alors là, je me dis, j'ai dû faire une bêtise quand même. J'aurais peut-être dû attendre, j'aurais dû demander ce que ça voulait dire une mutation, et peut-être que ça m'aurait aidé. Et j'ai réussi à avoir un remplacement chez Pigier, une boîte très bizarre d'ailleurs, à Toulouse, et pas très claire parfois. Bref. Et là, je rencontre un prof. Il me dit, je suis prof de PS. Je dis, ah bon. En plus, il était torse nu quand il arrive dans la salle. J'étais seule dans la salle des profs, c'était minuscule. Je vois ce mec torse nu, enfin, il était très chaud, mais enfin quand même. Et il avait un tatouage de là jusque là, devant et derrière. Je me dis, oh là là, Toulouse, c'est quand même particulier l'enseignement là. Alors, finalement, je lui explique, on s'est bien entendu. J'en n'en dirai pas plus. Et donc, il me dit, tu ne peux pas rester dans cette situation. Bah, je lui dis, oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Et il me dit, bah, d'abord, tu vas te syndiquer. Bon, alors j'ai dit oui, mais enfin, je ne sais pas bien ce que c'est que ça veut dire quoi, être syndiqué. Et puis, ça sert à quoi? Et qu'est-ce que je vais faire avec ce syndicat? Et il me dit, je te donne un contact. Je te dis, Marie-Christine Oustry, tu l'appelles de ma part et tu vas voir ce qui va se passer. Et j'ai vu. Et j'ai vu ce qui se passait. Une aide considérable, ça m'a ouvert les portes. J'ai été vraiment accompagnée. Et puis, ça m'a donné envie d'accompagner les autres, tous mes collègues qui sont en difficulté, en précarité, et d'abord de leur faire comprendre qu'ils ont des droits. Ça, c'est la première étape. Et aussi pour qu'ils puissent faire valoir leurs droits. Et maintenant, je suis élue au CSE. Voilà. Bah alors moi, je n'ai pas vraiment découvert le syndicalisme parce que, comme dirait l'autre, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Voilà, mon père était permanent à l'UDCFDT 31 et puis ma mère, elle était déléguée hygiène et sécurité sur les ateliers de production de l'aérospatiale. Donc, autour de la table, le soir, en famille, on nous rabâchait très précisément qu'on était de la classe ouvrière. Bon, en voiture, on entonnait les chants ouvriers, voilà. Et moi-même au lycée, j'étais engagée contre la loi de Vaquet, voilà. Donc, ça faisait un peu partie de l'ADN familial, quoi. Et puis, j'arrive dans l'enseignement privé, bon, dans les circonstances que vous connaissez désormais. Et là, j'identifie des délégués syndicaux, CFDT, mais bon, ils sont interpellés sur des choses qui, dans un premier temps, me consternent. Et alors, c'est l'inspection, le changement d'échelon, voilà, des choses comme ça. Et, bon, moi, finalement, je ne me fais pas trop connaître, je suis un peu dans mon coin. Et puis, en fait, au moment de ma titularisation, je dis, bon, quand même, ça serait intéressant que je me syndique, parce que je commence à mieux comprendre les points de crispation, là, et les enjeux. Et donc, je prends mon courage à deux mains, et puis, un peu comme on fait son coming out, je dis, bon, ben alors moi, la CFDT, j'ai été biberonnée à la CFDT, donc voilà, j'aimerais bien prendre ma carte. Et à ce moment-là, le délégué syndical, il me dit, non, mais alors attends, de la CFDT, il me dit, là, il y a un peu un souci, parce que la CFDT vient de signer l'accord sur les retraites, donc nous, on quitte la CFDT, quoi. Et donc, la CFDT a trahi, donc on part au SUNDEP, et donc, moi, je vais un peu trahir ce background familial là et je prendrai ma carte au SUNDEP dans ces circonstances-là. Et voilà, bon, mais maintenant je suis déléguée syndicale et je suis élue au CSE.
à la télé, on nous présente souvent des syndicalistes grincheux, gueulards, ou alors idiots utiles du patronat, cantonnés au service. Mais qui a intérêt à présenter ainsi le syndicalisme? Comme le rappelait Martine, au départ, ce sont les dominants qui racontent le récit dominant. Un autre problème, selon nous, c'est que trop souvent on parle du syndicalisme de manière abstraite, mais on parle rarement des syndicalistes. Or, on l'a vu, il y a autant de syndicalistes que de façons d'arriver au syndicalisme. Pour certains, comme Kelly, on rejoint le syndicat qui a les valeurs les plus proches de nous. Par exemple, un syndicat féministe ou un syndicat antifasciste. Mais on peut aussi y arriver comme Véro, parce qu'on a eu un besoin précis et qu'on va trouver un syndicaliste. Nos collègues, au départ, ils ne savent pas forcément qu'on est à Sud, en plus dans l'enseignement privé, vous doutez bien. Mais c'est pas par hasard qu'ils viennent nous trouver. C'est d'abord parce qu'on prend le temps de les écouter, de les comprendre, qu'on produit aussi une analyse indépendante, indépendante de la direction, indépendante du ministère. Et une analyse qui vient en fait vraiment des collègues. On essaye de parler pour eux, de parler avec eux, d'être en permanence en contact avec eux pour produire des analyses qui font sens et qui viennent pas d'en haut. Et ensuite, c'est le plus visible et c'est ce qui est connu aussi à Sud, c'est qu'on ne lâche pas l'affaire. On lutte pour gagner. On ne fait pas juste brailler pour brailler. Le but, c'est d'obtenir une victoire, que les conditions elles s'améliorent vraiment pour les collègues. Et du coup, on est rarement copain-copain avec les chefs. Pour nous, le syndicalisme, c'est nécessaire. Individuellement, on prend prise sur son travail, on va créer des liens de camaraderie, on sort du chacun pour soi, on s'ouvre, on apprend, on prend confiance, on est grandi, on est plus fort. Et collectivement, c'est le moyen pour les salariés de transformer le monde du travail. Et pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est d'arriver à un seul système d'éducation publique, une éducation pour toutes et tous, gratuite et émancipatrice. Et c'est le dernier tableau. Sur ce tableau, vous ne pourrez pas parler, c'était vraiment la dernière fois. Sur ce tableau, on va vous raconter une bataille ou une victoire collective. Alors c'est un combat collectif qui a commencé il y a 6 mois et puis qui a trouvé sa résolution il y a, je dirais, peut-être moins de 48 heures d'ailleurs. Donc il y a 6 mois, il y a 3 personnels au GEC qui viennent me trouver et qui me disent qu'ils ont besoin de me rencontrer en dehors de l'établissement parce qu'ils sont mis en difficulté par un de nos collègues qui est lui au COPIL. Alors le COPIL à l'Institut Numérique, c'est le comité, au CODIR, c'est le comité de direction. Bon, en fait, quelqu'un qui est assez haut dans l'organigramme. Et je comprends à peu près la teneur de leurs difficultés, donc je leur dis de suite que je ne les rencontrerai qu'en présence du référent CSE, agissement sexiste et harcèlement sexuel. Je ne suis pas très étonnée d'entendre parler de monsieur, le méchant, parce que finalement c'est un nom qui circule depuis plusieurs années. À plusieurs reprises, j'ai des collègues qui viennent se plaindre finalement d'un management qui est assez, on va dire, violent, aussi des propos sexistes, des allusions clairement sexuelles. Moi je leur dis que il y a moyen quand même qu'on travaille sur cette question-là et que on puisse faire remonter un certain nombre d'informations. Mais de suite c'est une position de retrait que les collègues adoptent, un petit peu gênés d'en avoir parlé, pas du tout partant. Je leur exprime tout mon soutien, puis je leur dis, en général, dans ce type de scénario, on gagne toujours plus à parler qu'à se taire. Si en fait on veut retrouver des conditions de travail beaucoup plus dignes, va falloir y aller plus franchement, quoi. Et puis donc il y a 6 mois, 3 collègues, un homme, 2 femmes, moins de 30 ans les 3, me disent voilà, on s'est un peu repérés là les uns les autres et on voudrait que tu nous accompagnes, on veut rendre compte de tout ça à la direction. Finalement on rencontrera le chef d'établissement qui se saisira
assez efficacement cette affaire. De façon formelle, on a lancé une alerte à partir du CSE. À partir de là, il y a un cabinet externe qui a été nommé pour une enquête interne et qui a rendu ses conclusions pour en fait caractériser des faits en fait répétés et qui concordent pour dire que monsieur produit un management totalement inadapté et alors on ne peut pas utiliser de qualification juridique parce qu'on est en dehors d'une démarche juridique, mais a un positionnement avec les collègues femmes qui s'apparente à du harcèlement sexuel. Voilà, donc je pense qu'il a dû recevoir sa lettre recommandée qui est partie déjà il y a 3-4 jours, quoi. Et il ne fait plus partie de l'établissement. Alors moi je vais vous parler ce que j'appelle une demi-victoire, mais obtenue non pas à l'issue d'une demi-bataille. Elle a eu lieu il y a il y a exactement même 10 ans de cela dans l'établissement dans lequel je travaille toujours. Et elle concerne, on en a parlé ensemble cet après-midi, l'aménagement du temps scolaire. À savoir que dans l'établissement dans lequel je travaille, et je travaillais donc à l'époque, 45 minutes en fait correspondaient à 55 minutes. Alors là, il n'y a pas de distorsion de l'espace-temps, hein, ne vous inquiétez pas là-dessus. 55 minutes, c'est le temps en fait d'un cours classique dans l'éducation nationale. Mais parce que c'est beaucoup plus innovant de se dire que, et si ça durait 45 minutes? Bah oui, c'est vrai, personne n'y avait pensé avant, et si ça durait 45 minutes? Pourquoi pas, hein, on se dit pourquoi pas, sauf que, on doit 10 minutes, hein, évidemment, donc, et ces 10 minutes que l'on doit, on les doit à nos élèves, et à ce moment-là, ils ne trouvaient rien de plus innovant que se dire, comment on va les rendre? Alors dans l'enseignement privé sous contrat, on trouve plein d'idées super géniales pour les rendre. Alors au collège, qu'est-ce qui se passait dans les 2 collèges de ce groupe scolaire? Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Eh bien on pouvait faire des devoirs, de l'aide aux devoirs par exemple. Donc on le rend à quelques élèves ou à un petit groupe d'élèves qui n'est pas obligatoirement les élèves auxquels on doit les rendre. Au lycée, on les rendait tout simplement en cours, qu'on n'aurait pas été obligé de rendre si on n'était pas donc, au système des 45 minutes. Donc vous comprenez qu'au lycée, au bout d'un certain temps, on s'est dit, là, il y a un truc qui ne va pas, hein, là, c'est sûr, hein, voilà. Et puis, parce qu'il y a aussi de l'enseignement supérieur dans cet établissement, et là, c'était un peu plus cool, ils les rendaient en devoir surveillés. Donc voilà, donc voilà comment ça se passait. Comment c'était arrivé, hein, comment ce système était arrivé dans l'établissement? C'était un chef d'établissement assez emblématique de cet établissement, dont on pensait que c'était lui qui avait sauvé l'établissement de la rive droite brestoise. Il avait imposé, il y avait eu un premier référendum où, grosso modo, quand il avait présenté son projet hyper innovant, les profs avaient senti quand même l'anguille sous roche, et donc avait voté majoritairement contre la mise en place de ces 45 minutes. Par contre, à la rentrée qui avait suivi, moi j'étais pas dans l'établissement à ce moment-là, bizarrement, les 45 minutes ont été imposées. Donc les plus anciens et les plus anciennes, l'avaient un petit peu... trouvé ça un peu dur. Et puis, nous, ça faisait déjà 5-6 ans, voire, ça faisait 5-6 ans, voire 10 ans, que ce système était en place et qu'il nous usait, en fait. Quand on était, alors moi, j'enseignais principalement au lycée, en classe de terminale. Quand on a un programme, on est obligé de faire, non pas 18, 15 ou 18 heures, non, c'était 20, 25, voire des fois, moi, je me suis vue faire 30 séances par semaine. Je me souviens d'un inspecteur qui était venu me voir en trouvant ça hyper innovant. Évidemment, les inspecteurs ils trouvaient ça super cool. Ah ouais. Donc je disais, vous trouvez cool d'arriver là, en fait, c'est ma 8e et ma 9e
attention, séance, pas heure, hein, ni 55 minutes. Donc bon, là, évidemment, ah ouais, c'est vrai que bon, c'est pas bon. Donc voilà, ça faisait un certain temps que ça nous pesait. Et puis, donc moi, j'étais élue fraîchement déléguée du personnel et on était dans un CE assez très offensif, même maintenant je pourrais dire. Et puis, on se dit, bon, on va se saisir de cette question. Du point de vue syndical ou du point de vue du CE, on va se saisir de cette question et on va mettre en place un questionnaire que l'on dépouillera à l'issue ou au moment d'une journée pédagogique. Donc on se dit, bon ok, donc on construit ce questionnaire, donc voilà, super. Et puis donc ce questionnaire, il est dépouillé donc, pendant cette journée pédagogique où on se retrouvait tous et toutes dans des salles différentes en fonction du site dans lequel on travaillait. Donc en lycée pro, donc on commence à avoir les informations, ils dépouillent et ils disent bon il n'y a plus personne qui valide et qui cautionne ce système. Au lycée général, pareil. En collège, c'était un peu moins évident. Et puis alors là, il n'y avait pas d'élus du CE, mais en enseignement supérieur, non, eux par contre, ils voulaient conserver le système. Bon, ça comme ça. Et là, on se dit, on va arrêter cette journée pédagogique parce qu'on parle dans le vide. Nous, notre problématique, c'est vraiment ces 45 minutes et il faut qu'on en discute puisque tout le monde semble, ou presque tout le monde, semble se dire qu'il faut en discuter. Donc, on réussit, en s'écrivant, on réussit en fait à se retrouver dans l'auditorium du groupe scolaire. Et puis là, eh bien, s'enclenche une AG. Alors bon, il y avait des profs qui étaient dans une AG syndicale à l'insu de leur plein gré, je dirais. Et puis, pour la plupart d'entre nous, il se passe ce qui se passe dans une AG syndicale, c'est-à-dire qu'on discute, il y a des gens qui sont d'accord, des gens qui ne sont pas d'accord. C'est riche, en fait, à ce niveau-là, de tout ce qu'on a à en dire. Les nouveaux nous disent, non, nous, on n'a pas de problème. Les plus anciens disent, nous, on en a ras-le-bol, quoi. Et puis, voilà ce qui se passe. Bon, voilà. Et on se dit, en conclusion, qu'est-ce qu'on va faire dans 15 jours, on se donne 15 jours, et dans 15 jours, on refait un référendum, et à l'issue de ce référendum, on verra ce qu'il en sera, et là, à ce moment-là, la direction va être obligée de plier. La direction dit, ok, si le référendum annonce la fin des 45 minutes, il n'y a pas de problème, ce sera la fin des 45 minutes. Dans ces 15 jours s'enclenche vraiment une espèce de campagne pour justement ce référendum. Et là, ça nous soude les uns les autres. On fait des tracts, donc on apprend super rapidement à devenir syndicaliste, je dirais. On fait des tracts, on discute. Et pendant ces 15 jours, on voit arriver la possibilité de la voie du milieu, c'est-à-dire 45 minutes, 50 minutes ou 55 minutes. À l'issue de ce référendum, ce sont les 50 minutes qui ont été largement plébiscitées. Je me souviens qu'on était 22 pour les 55 minutes. Alors c'est pour ça que je dis que c'est une demi-victoire, mais ça a montré ce que c'était pour moi, ça a montré vraiment ce que c'était qu'une lutte, et puis comment ça prend naissance, et puis comment ça se termine aussi. Donc voilà. Alors on peut avoir l'impression que ce ne sont que des demi-victoires à l'image de ce que vient de nous dire Albine, ou des luttes en cours pas toujours abouties, très sectorielles, mais finalement qui a abouti ce que nous a raconté Martine. Si nous voulons gagner des nouveaux droits, nous devons être toujours plus nombreux. Nous devons toujours être mieux organisés. Bref, nous devons rester toujours solidaires. Parce que le souci, c'est que l'air du temps pour le syndicalisme aujourd'hui, c'est plutôt la défense de nos droits qui sont sans cesse attaqués, la réforme du chômage, les retraites. On vit bien sûr une époque formidable. Et pourtant, en fait, ces droits, on a su les gagner. Et on peut en gagner des nouveaux grâce au collectif, parce que le collectif, c'est toute une histoire qui débute avec celle du syndicalisme. La plupart des droits importants, les congés payés, les conventions collectives, la Sécu, ont été acquis grâce au nombre de travailleurs qui ont su s'organiser et réfléchir ensemble indépendamment des autorités, du patronat, de l'Église. Et aujourd'hui, il y a urgence à changer le monde du travail, le monde tout court, mais le monde du travail aussi, pour qu'il soit au plus près des préoccupations, pour construire une société plus juste, libérée des dominations qui sont engendrées par le capitalisme, le patriarcat, le racisme et toutes les autres formes d'exploitation, comme notamment aussi celle de la nature. C'est l'ambition de ceux qui veulent une société plus juste, non ?
ce dont je rêve en tant qu'enseignante, eh bien, c'est qu'il y ait moins d'élèves par classe, juste moins d'élèves par classe. Et je me dis que ça, c'est quand même pas la mer à boire. Alors nous croyons à l'émancipation des élèves et à leur épanouissement. Et nous pensons que ce sont des valeurs fondamentales. Donc nous demandons à l'Éducation nationale de nous allouer des budgets à la hauteur de ces enjeux qui sont essentiels pour les élèves. Alors, si je m'engage au quotidien dans mon établissement, aux côtés de mes collègues, c'est pour défendre pour chacun d'entre nous des conditions de travail plus dignes. On voulait vous demander à qui profite la guerre publique-privée. On pense que c'est ni aux enfants, ni aux parents, ni aux salariés. On pense que l'entreprise et ses méthodes doivent être dégagées de l'école. L'école, elle n'est pas là pour rendre nos enfants employables, pour les dresser, pour faire accepter le monde tel qu'il est. Ça, c'est le projet de l'école réactionnaire et conservatrice de Blanquer. Donc l'école, en fait, elle doit être émancipatrice, égalitaire, en lien avec la nature. On peut dire un lieu de transformation sociale. L'école, elle doit être un lieu où on construit l'avenir pour et avec les élèves. Désolée, je vais la lire. Peut-être dans le noir, ce sera mieux. Donc voilà, en fait, on arrive au bout de notre spectacle syndical à portée politique, qui a été réalisé à l'occasion d'une formation syndicale assez atypique et originale, dans laquelle on s'est raconté, on a su s'écouter et surtout, en fait, on a su prendre le temps de le faire. Et ça, c'est rare, y compris dans le monde syndical, prendre le temps. Pourtant, c'est comme ça qu'on envisage toutes les dimensions et les résonances d'une situation. Nous n'avons rien inventé, on s'est réapproprié et on a revisité des outils qui sont ceux de l'éducation populaire, comme ceux proposés par exemple par le travailleur social brésilien Paulo Freire qui disait « Nul ne s'émancipe seul, nul n'émancipe autrui, mais les êtres humains s'émancipent ensemble par l'intermédiaire du monde. » C'est pourquoi en fait on voulait partager toutes ces tranches de vie avec vous, et grâce à cette formule-là, convaincu qu'on est déjà, que se raconter, c'est se conscientiser et donc s'émanciper. Bravo.